Bonjour, c'est Macaire Baron de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec l'éminent Paul Saucez. Donc nous sommes à Rennes-le-Château. Vous avez publié donc la crypte oubliée. Oui. Donc est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à vous intéresser à Rennes-le-Château et à ses mystères? Mais écoutez, voilà, en fait, ce livre, c'est une histoire de 25 ans de recherche sur le mystère de Rennes-le-Château. Donc, j'ai appris l'existence de Rennes-le-Château en 97. Je passais les vacances dans les Corbières, dans le fameux livre L'énigme sacrée. Mais je l'ai lu en anglais, puisque je suis bilingue français-anglais. Je vois qu'on parle de Rennes-le-Château, je constate que c'est à 90 km de là où nous étions. On fait le voyage, je débarque à Rennes-le-Château et c'est de là que ça part. Donc, en 97, la librairie était tenue par Sonia Moreau, qui est devenue une amie par après. J'ai fait une première moisson de quelques ouvrages qui paraissaient assez intéressants. Et en rentrant, j'ai passé le reste de l'année 97-98 à m'informer sur le curé Béranger Saunière et sur le mystère qui l'entoure. Voilà, ça a commencé comme ça. Vous êtes intéressé donc au trésor matériel de la crypte, mais surtout vous êtes remonté dans l'histoire assez loin. Mais voilà, Voilà. Bon, le constat que j'ai dû faire assez rapidement, c'est que, bon, il y avait énormément de livres qui avaient déjà été à l'époque écrits sur Rennes-le-Château, mais très peu de ces ouvrages se sont intéressés à l'histoire du lieu. Il y avait bien sûr l'ouvrage de, comment s'appelle-t-il encore, Rennes et ses derniers seigneurs des KDS. Donc ça c'était voilà, un ouvrage historique, ça m'a beaucoup appris. Oui. J'ai lu aussi l'ouvrage des époux Captier, Cornu Captier. Là, bon, ça donne, je dirais, un aperçu de l'histoire récente. J'ai aussi pu acquérir le compte-rendu scientifique qui a été fait sur l'Église par Brigitte Lescure. J'ai pu rencontrer Brigitte Lescure à plusieurs reprises. À un moment, elle est tombée malade, elle a eu une maladie d'Alzheimer, ce qui fait que, bon, elle était un peu désorientée. Et quand je l'ai vue à ce moment-là, elle était en plus, sortait d'une agression. Bon, c'était fort dommage. Et elle m'a montré, là où elle habitait à Narbonne à l'époque, et elle m'a montré ses archives. Et là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de matière qu'elle n'en a en fait publié dans son mémoire. Et bon, comme elle semblait démunie, je lui ai proposé de racheter ses travaux. Elle allait y réfléchir, mais malheureusement, bon, cette personne est décédée en 2014. Et je n'ai pas pu avoir accès à... C'était certainement un trésor de recherche historique. Voilà. Et vous avez sorti aussi un CD-ROM, Au tombeau des seigneurs, mais voilà. 2004. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'un livre qui vous a beaucoup intéressé, c'est l'Histoire générale du Languedoc, c'est 8000 pages. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit que voilà, il fallait que je me documente historiquement, parce que très peu d'auteurs, beaucoup ont fantasmé sur le mystère de Béranger Saunière, le trésor, etc., mais très peu de ces ouvrages s'appuyaient sur une documentation historique. Bon, donc, j'ai fait l'acquisition d'une réédition de cet ouvrage qui avait été écrit donc, au XVIIIe siècle. Et effectivement, c'est l'édition en 15 tomes qui a été publiée chez la Cour. Ça remonte déjà à un certain nombre d'années. Et j'ai fait le compte, il y avait effectivement à peu près 8000, je sais pas, 8000 pages. Et il m'a fallu 6 mois pour tout lire. Donc, voilà. Et je dois dire que dans ces 8000 pages, on a évidemment une vision, je dirais, beaucoup plus précise de l'histoire du Languedoc en général, mais de Rennes-le-Château en particulier, c'est assez épars. Il n'y a pas énormément de références. Donc, j'ai dû chercher, préciser un petit peu la chose dans d'autres ouvrages anciens. Et Fédier aussi. Voilà. Oui, il y a Fédier aussi. Bon, mais ça, c'est le 19e siècle, mais voilà. Bon, Fédier
Fédier, il s'est un peu... Enfin, Fédier a voulu glorifier un petit peu, je dirais, la région, et il s'est un peu fourvoyé dans... Bon, ça, je l'ai remarqué. Mais donc, il y avait d'autres ouvrages encore beaucoup plus anciens. Guillaume Besse, ça date du XVIIe siècle, etc. Et là, il y a un paragraphe qui m'a énormément intéressé dans cet ouvrage. Guillaume Besse dit voilà qu'à l'époque des Wisigoths, l'archevêque de l'évêque, pardon, c'est un évêché, c'est pas un archevêché, l'évêque de Carcassonne, dont le nom est Sergius, a trouvé refuge dans le Razès, et il faut comprendre que c'est Rennes-le-Château, avec, tous ces chanoines, ça représente quand même une vingtaine de personnes, c'est clercs et autres, enfin, bon, il y avait probablement une centaine de personnes, et qui s'est réfugié à Rennes-le-Château, avec très vraisemblablement le trésor de sa cathédrale. Bon, il n'était pas question, effectivement, puisqu'il était persécuté par le roi Léovigild, qu'il laisse ses richesses à la portée de ce prince wisigothe. Voilà. Et ce qui vous a amené à Rennes-le-Château, c'est aussi par l'Égypte, en fait, par le mystère de la Grande Pyramide, Edgar P. Jacobs. Aussi, oui, mais voilà, c'est un peu l'intérêt que j'ai porté à, voilà, entre guillemets, à l'archéologie en général. Voilà. Donc, père Lapin, votre professeur, aussi à l'époque. Oui, voilà, c'était le père Capard, donc qui était le fils ou le neveu, je ne suis plus certain, enfin, de l'archéologue, du fameux archéologue belge Capard, voilà, qui avait participé à l'ouverture du tombeau de Toutankhamon. Oui, donc ça, ce sont des choses qui m'ont tout à fait intéressé, oui, absolument. Vous avez découvert donc aussi l'énigme sacrée, ce qui vous a amené à vous intéresser à tout ça aussi, et aussi Claire Corbu, l'héritage de la Bessonnière, oui, aussi Antoine Catier, voilà. Bon, moi, j'estime que c'est un ouvrage absolument indispensable pour tout quiconque veut s'intéresser de façon tout à fait sérieuse à l'affaire de Rennes-le-Château. Donc il faut quand même... Claire Corbu est la fille de Noël Corbu, donc ces gens ont connu, elle-même a connu Marie Desnarnaud. Bon, ils ont connu les contemporains de la Bessonnière, et ce qu'ils disent, ce qu'ils relatent dans leur bouquin est pour moi tout à fait important et primordial si on s'intéresse à cette affaire. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi justement dans la crypte, c'est l'idée qu'il y a des inhumations. Alors là, on remonte à 1789. Mais voilà. Et donc là, c'est aussi l'objet de vos recherches. Oui, mais donc dans l'ouvrage de Claire Corbu et Antoine Catier, il y a Claire qui a souligné, presque en passant, quelque chose qui me paraissait tout à fait intéressant. Elle dit voilà, comme il y a le tombeau des seigneurs, assez clairement, ce sont les barons Hautpoul qui occupaient des lieux depuis le XVe siècle, enfin qui sont très vraisemblablement, pas tous, mais une bonne partie enterrés là. Mais dit, comme il y a des personnages qui ne faisaient pas partie de la famille Hautpoul, qui ont été enterrés, notamment au XVIIIe siècle, au tombeau des seigneurs, il faut en déduire que ce tombeau est assez vaste pour contenir probablement peut-être sans doute plus d'une vingtaine de sépultures. Et donc ça m'a fortement frappé. Et je me suis dit, bon, donc il doit y avoir quelque part une cavité sous l'église qui est vaste en fait. Et ce qui a été en partie prouvé quand j'ai accompagné le professeur Eisenman, qui a fait donc, pas des fouilles, mais il procédé à des échosondages dans l'église et ailleurs aussi d'ailleurs. Et le matériel qu'il a employé, enfin que ces techniciens employaient, était un matériel qui ne pouvait détecter rien de précis au-delà d'1,50 m de profondeur. Bon, alors j'ai convaincu le technicien de régler son appareil à 5 mètres de profondeur, mais il ne s'agissait pas, comme lui souhaitait, de trouver un objet ou n'importe. Je dis ça, moi tout ce qui m'intéresse c'est voir s'il y a une cavité. Ce qu'il a fait, donc il a parcouru derrière l'autel en arc de cercle, donc il a suivi la forme du chevet, voilà,
sur, sur une distance d'à peu près 6 mètres. Et il m'a fallu 20 mois pour obtenir, je dirais, les graphiques de cet éco-sondage que j'ai transmis immédiatement à un bureau en Belgique spécialisé et qui, dans ses conclusions, dit bon ben voilà, dans ce graphique-là particulièrement, il y a presque plus d'écho en dessous de 3 mètres et ça se prolonge, il n'y a pas d'écho jusqu'à 5 mètres qui est la profondeur de réglage. Donc je me suis dit voilà, ça c'est clairement en dessous du cœur, il y a une cavité. Et pour moi, ça ne peut être que effectivement le tombeau des seigneurs. Et c'est là que vous avez commencé aussi vos sollicitations vers Adrac. Mais en fait, je n'ai pas directement moi-même sollicité la DRAC. J'étais, je dirais, relativement étonné quand, en 2008, je reçois un courrier de la mairie qui me mandate pour établir un dossier de demande d'autorisation de fouille. Bon, j'en étais totalement abasourdi. Et je me suis dit, bon, ben ok, ça peut être tout à fait intéressant si effectivement la commune veut procéder à ce genre d'opération. Je contacte une archéologue qui est Marie-Élise Gardel, qui est l'archéologue vedette de l'Aude, hein, qui a travaillé à Lastour et à beaucoup d'autres endroits. Je la rencontre, je lui fais part, je dirais, de mes propres recherches, je lui fais part des éco-sondages, etc. Et elle trouve ça tout à fait intéressant. Donc oui, en principe, elle est d'accord pour m'accompagner et être l'archéologue de l'opération. Bien, je monte des réunions avec la mairie, mais très rapidement, et je ne sais pas pour quelle raison, bon, la mairie, le maire, en l'occurrence Alexandre Pinco, s'est assez rapidement désintéressé de la chose, alors qu'il m'avait mandaté. Bon, est-ce que les contraintes administratives que la DRAC impose ou a voulu imposer, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, oui, je comprends, techniques, administratives, est-ce que ça ne l'avait pas un peu, je dirais, dégoûté et je me suis dit, bon, j'abandonne sans qu'il me l'ait dit. Hein. Bon, mais il ne montrait pas d'enthousiasme. Mais finalement, ça a duré à peu près 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et ça n'a abouti à rien. Et finalement, j'ai dû abandonner l'affaire. Et voilà, ça n'a pas été plus comme ça. Alors beaucoup, c'est vrai, se sont un peu cassés les dents. Le rapport Cholet en 1967, par exemple, Oui. Il a été conduit d'une façon cavalière, on va dire. Mais voilà, ça a commencé déjà à l'époque. Et voilà. Alors, il est vrai que aussi Charroux faisait des recherches. Ouais. Ils ont déterré la tombe, même Jean Chaumet était là, présent. Oui. Donc, certaines choses ont été vues et pas vues non plus. Voilà. Ben, Donc, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque-là aussi, les recherches qui ont été faites par Charroux et consorts? Bon, c'est assez incroyable. Bon, Cholet est arrivé en se réclamant d'une autorisation de l'évêché. Alors il a véritablement décarlé toute l'église et il dit, je n'ai trouvé que des vestiges de tombeaux anciens, et c'est assez normal puisqu'on enterrait dans l'église à l'époque, au XVIe, XVIIe siècle, même au XVIIIe. Bon, il n'a rien trouvé de particulier. Il a trouvé dans ce qu'on appelle la pièce secrète, qui est cette espèce de petite absidiole en quart de cercle qui est accolée au presbytère. Il dit, j'ai vu le départ d'un arc de décharge qui pourrait indiquer sans doute un accès vers le sous-sol, donc vers le tombeau de Céline. Bon. J'ai même été jusqu'à interroger Maître Gastou, qui avait consigné toutes les recherches faites par Cholet, qui m'a dit oui, effectivement, Cholet m'a appelé, j'étais dans ce petit local et je l'ai vu. Bon, maintenant, on ne le voit pas parce que ça a été remblayé. Le niveau du sol qu'il y a actuellement n'est pas celui qui existait du temps de Cholet. Mais donc, effectivement, oui, il y a pas mal de choses plus ou moins intéressantes qui ont été faites. Charroux, je ne sais pas.
j'ai pas beaucoup d'informations, sauf que je pense il a bu, en quelque sorte, le récit de Noël Corbu. Bon, il a repris... Le premier qui a mis en avant Rennes le Château, voilà, du monde, 62. voilà. Donc il a repris l'histoire du trésor de Blanche de Castille dans un ou l'autre de ses ouvrages. Mais non. Donc, Alors, en 1978, il y a eu aussi des recherches par Brigitte Lescure de l'Université de Toulouse, oui. et aussi un professeur, c'était Marcel Durlia. Oui, Durlia. Oui. Donc, si vous parlez aussi de ces recherches, de leurs recherches, mais donc, qui étaient intéressantes et très peu connues finalement. Ben oui, très peu connu, parce que, bon, donc effectivement, pour moi, c'est la seule recherche, je dirais, scientifique qui ait été faite par une étudiante, ok, d'accord, mais quand même, c'est pour son mémoire de maîtrise en archéologie, sous la supervision, comme vous l'avez souligné, de Marcel Durlia, qui est un éminent personnage, donc voilà. Mais le problème avec Marcel Durlia, c'est que quand il avait une pièce, il ne savait pas très bien la situer, que ce soit dans une église ou ailleurs, mais dans une église, un panneau, comme par exemple la dalle des chevaliers, oui, c'est une pièce de chancel. Le chancel étant cette séparation physique qui existait dans le temps entre la nef et le chœur. Mais j'ai lu beaucoup de choses que Marcel Durlia avait écrites, et chaque fois, il est question d'un élément de chancel. Mais je ne crois pas du tout que cette dalle de chevalier soit un élément de chancel. Mais donc, voilà, c'était un travail tout à fait intéressant. Il y a dans son mémoire, il y a même un plan de l'église. On voit que cette église n'est pas toute droite, elle est même complètement bancale. Bon. Donc, ce qui me fait dire qu'elle l'a relevé, elle, ou avec l'aide de géomètres, de façon assez précise. Elle a daté les différents éléments. Là où elle m'a dit qu'elle a voulu dater l'église de l'époque carolingienne parce qu'elle trouvait, et je pense qu'elle a raison, elle trouvait que l'ancien bénitier, qui était cette cuve qui est actuellement à l'extérieur, qui sert de jardinière, que c'est pas les bénitiers, mais il y avait deux bénitiers qui ne sont plus là. La cuve qui était les fonds baptismaux, voilà. Ouais. Et d'autres éléments lui faisaient absolument penser que ces éléments dataient de l'époque carolingienne et pas plus tard. Bon, je pense aussi qu'elle a parlé de l'abside, qu'on peut dater à cause des ce qu'on appelle les bandes lombardes. On peut dater effectivement de l'époque carolingienne, mais je pense que, on le voit d'ailleurs, l'appareillage des moellons est complètement différent des moellons de la nef, et que donc et ça semble avoir été rajouté à la nef, et donc la nef et donc l'église est beaucoup plus ancienne. Il y a d'autres choses, en parlant de géomètre, je pensais à un certain Alain Ferral qui était un arpenteur, on va dire, pas officiel, mais officieusement, qui a arpenté, mesuré tout, en long et en large, en travers, en diagonale. On parlait de diagonale, puisqu'il parlait du dualisme aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces travaux? Mais bon, j'ai beaucoup parlé avec Alain Ferral, il a comment dire, il a fait un bouquin qui était extraordinaire. C'est du rendement. Voilà, c'est ça. Et c'est des dessins super détaillés de toute l'église, des façades, de l'intérieur. Enfin, c'est un travail colossal et c'est extrêmement précis. Donc, maintenant, Alain Ferral est connu pour avoir émis cette hypothèse qui, à mon avis, tient la route, qui a en fait deux églises. Il y a l'église en pierre qu'on connaît, et puis il y a un tracé. Oui, non. Il y a le tracé, enfin là où il y a le jardin devant l'église avec le calvaire, la statue de Notre-Dame de Lourdes, et qui est parallèle à l'église physique, à l'église en pierre, et qui est un tracé au sol, peut-être que Saunière a voulu de faire comme ça. C'est intéressant, mais au-delà de ça, ça ne va pas plus loin que ça.
Donc j'ai un peu exploré la chose, mais bon, ça ne va pas plus loin. Il y a d'autres choses, c'est l'énigme de l'épitaphe Sigil Noble M. Oui. Donc c'est une stèle disparue avec la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de ça? Et alors, voilà, bon, moi j'ai un peu fouillé le sujet, effectivement. Alors, de deux choses l'une. Bon, ou bien, effectivement, cette épitaphe a été gravée par par un sculpteur un peu instruit et maladroit, parce qu'il y a bon, c'est une téthèse. Voilà, et voilà. Et donc, à l'époque de la mort de Marie de Nègre, en 1781, avec ou sans, je dirais, la complicité de l'abbé Bigou, qui était le curé de l'époque, c'est une chose. Ou alors, il y a le relevé qui existe et que tout le monde connaît, qui est un relevé qui a été fait par des membres de la Société d'études scientifiques de l'Aude, notamment un certain Élie Tesser, voilà, et qui donne, alors que dans le compte-rendu, je dirais, de leur visite, il dit, voilà, on a trouvé une dalle grossièrement gravée, brisée en son milieu, alors qu'en fait, il en donne une reproduction qui est très nette, très précise. Alors, certains, et notamment de Sède, disent que la Bessonnière aurait effacé la dalle, enfin la stèle originelle, l'aurait recomposée avec des fautes d'orthographe qu'on connaît. Bon, alors, est-ce que c'est la première version, le graveur maladroit de 1781? Est-ce la version de 1905, Saunière ayant recréé une épitaphe avec la complicité d'Élie Tesser? Je ne sais pas. Ça pourrait être un anagramme codé voilà. Très complexe comme berger à patentation. Oui, alors là, effectivement, on commence à entrer, je dirais, dans un domaine un petit peu spécieux, parce que, voilà, on peut effectivement, je vous dis, on peut, en partant de l'épitaphe, qui d'ailleurs ne comporte que 119 lettres, parce qu'il fallait rajouter les 9 lettres qui ne figurent pas dans le PS, Praicum, 9 lettres de plus. Faire 128 lettres, 2 fois 64, 2 échiquiers, blablabla, etc. Bon. Alors, quand on voit effectivement, quand on lit le bouquin de Chaumeil, dans lequel il donne, sous la plume de Chérizet, la façon dont cette épitaphe a été composée, c'est d'une complication absolument, mais c'est diabolique, c'est invraisemblable. Comment un esprit humain... Bon. Mais moi, ce que je crois, c'est que, en fait, vous prenez ces épitaphes, vous prenez les 119 lettres, vous rajoutez les 9 lettres supplémentaires, et vous faites comme au jeu de Scrabble. Au jeu de Scrabble, vous avez 100 lettres, plus de jokers, et vous pouvez commencer à composer. Voilà. Alors, ici, on objectera que dans le jeu de Scrabble, la récurrence, je dirais, des lettres est proportionnelle à la fréquence de ces lettres dans la langue française. Vous avez plus de lettres dans l'épitaphe, puisqu'il y en a 119, ou 128 si on veut, mais la récurrence n'est pas celle de la langue française. Mais par contre, vous avez des lettres comme I, V, C, M, etc., qui peuvent être combinées et former des dates, oui, en fait, des dates. Bon. Donc, partant de là, moi, je me suis même essayé à ce petit jeu. Je prends les 128 lettres et je commence à composer. Et je suis arrivé à des résultats tout à fait intéressants. Très curieusement, il y a plusieurs façons, plusieurs solutions. Voilà. Il se fait que, je ne sais pas, moi, Chérizet est arrivé à Bergère, pas de tentation. Comment il est arrivé, je n'en sais rien, mais de là, voilà, tout le mystère est parti de là. Est-ce que l'abbé Bigou n'aurait pas voulu laisser un code secret avant de partir en 1790, justement, pour les autres suivants? Non, en fait, non. Pas en créant une épitaphe. En revanche, Bigou, comme ses prédécesseurs, savait qu'il y avait le tombeau des seigneurs et que ce tombeau, il y avait plus que des sépultures. Bon. Et il a laissé un message à l'attention de ses successeurs dans ce qu'on appelle le fameux balustre, que toute la communauté des chercheurs désigne comme étant
le pilier qui soutenait la chaire, et ben moi quand j'ai examiné ce balustre sous les coutures quand il était encore chez les époux Captier au domicile de Carcassonne. Pour moi, ce balustre ne pouvait en aucun cas être destiné à supporter une chaire. Il n'y a aucun dispositif, je dirais, de menuiserie, tenon, embrèvement, mortaise, qui aurait pu tenir et fixer solidement quelque chose au-dessus. Donc, par contre, je pense que ce balustre était, avant les travaux de Saunière, dans l'église, était le piédestal de la statue de Saint-Antoine de Padoue. Et que c'est la raison pour laquelle Saunière a mis Saint-Antoine de Padoue en exergue dans son église. Voilà, il est monté sur un pavois tenu par des anges, le tout encore posé sur une colonne avec encore, disons, des sculptés. C'est absolument fabuleux. Il a voulu sans doute remercier Saint-Antoine. Et cette statue se distingue tellement nettement des autres, et notamment de celle de la patronne de l'Église, Sainte Marie-Madeleine, qui, elle, est simplement, comme les autres, accolée au mur. Pour moi, ah oui, il faut que j'explique une chose, c'est que, donc, j'avais remarqué, et ça c'est un souvenir, je dirais, d'enfance, quand j'étais dans l'école des Jésuites que je fréquentais à Bruxelles, les enfants perdaient à la récréation, ils perdaient des gants, ils perdaient des cartables, des écharpes, etc. Il y avait une église qui jouxtait l'école, qui jouxtait le collège, et le bedeau ou le surveillant, ben, il ramassait tout ce qu'il trouvait et il mettait ça au pied de la statue de Saint-Antoine de Padoue. Comme ça, on retrouvait. Alors je me suis dit, mais est-ce que... Et j'ai vérifié, cette pratique avait cours dans plusieurs autres écoles catholiques de la région, de chez moi. Je me dis, mais au fond, pourquoi est-ce que l'abbé Bigourd n'aurait pas fait la même chose, déposé un message au pied de l'effigie de Saint-Antoine de Padoue, qui informe l'un de ses successeurs de ce qu'il y a sous l'église, du tombeau des seigneurs et des trésors qui y sont. Voilà. Et je pense effectivement que c'est comme ça. Donc, voilà. Possiblement. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un pacte entre justement Monseigneur Billard et Saunière? Alors, Billard faisant acte de pillage et en fermant les yeux sur les activités de Saunière de Metz. Oui, je pense qu'effectivement Saunière et Monseigneur Billard étaient en affaires. En affaires pour toutes sortes de choses, notamment pour du vin de Metz. Mais je pense aussi que Billard avait un œil sur le trésor. Il faut savoir qu'en fait, ce trésor, ce sont des dépôts qui ont été faits par les évêques et les archevêques depuis l'époque des Wisigoths, depuis l'époque de l'invasion maure, et par Monseigneur de Chantrac avant la Révolution. Ce sont des dépôts, des trésors d'évêchés, si on veut. Bon, et qui remontent donc très très loin, 1400 ans quand même pour les plus anciens, et que ça s'y trouve. Bon. Et donc, Saunière a dû, d'une façon ou d'une autre, trouver ces trésors. Je pense qu'il a même été informé par Monseigneur Billard qu'il y avait quelque chose à trouver, parce que l'information sur la sûreté du lieu qu'offrait Rennes-le-Château était sûrement connue du temps au VIe siècle, au VIIe et au XVIIIe siècle, connue des évêques et des archevêques, qu'on soit à Carcassonne, à Alette ou à Narbonne, oui, c'est ça, et que l'information s'est transmise, je dirais, de génération d'archevêques ou d'évêques. Bon, ces gens savaient qu'il y avait quelque chose. Et je suis certain que Billard était au courant. Regardez, par exemple, avant Billard, c'était Monseigneur de Bonne-Chose. Bon, j'ai pu mettre la main sur la vie de Monseigneur de Bonne-Chose. C'est écrit par un prêtre au XIXe siècle, 2 volumes, j'ai lu. Et on apprend là-dedans que Monseigneur de Bonne-Chose était, quand il faisait ses visites pastorales, donc il allait visiter les églises, il passait un temps fou à tout inspecter minutieusement, comme s'il cherchait quelque chose. Bon. Et
on sait qu'il n'a quitté, je dirais, l'évêché de Carcassonne qu'après avoir tergiversé pendant des mois et des mois, il ne voulait pas quitter son poste à Carcassonne. Puis finalement, il a été muté à Évreux, mais il a recommandé avec une insistance particulière que ce soit son vicaire, qui était Biard, pour que ce soit Biard qui lui succède. Et Biard nomme Béranger Saunière à Rennes-le-Château. Maintenant, il est possible qu'il y ait d'autres prêtres de la région qui étaient aussi missionnés par Biard, en disant, bon, cherchez un peu dans votre église pour voir si... Bon, et à un moment donné, Saunière a rendu visite à ses confrères, qui étaient probablement aussi missionnés, pour leur dire, mais cherchez plus, j'ai trouvé, c'est chez moi. Et il a invité ses 4 confrères à venir voir sa trouvaille à Rennes-le-Château. Voilà. Et je crois effectivement, d'ailleurs, plus tard, Saunière s'est confié à un de ses confrères, l'abbé Beau, BEAUX, qui lui disait, mais mon cher ami, à vous voir mener si grand train, on pourrait penser que vous avez trouvé un trésor. Et puis il répond en patois, je ne vais pas le dire en patois, parce que je ne suis pas du coin, mais il dit, oui, voilà, on me l'a indiqué, il emploie plutôt le terme, on me l'a donné, comme si donné au sens canaille du terme, un donneur. Légué. Non, donné. On me l'a donné, donc on me l'a donné, je l'ai préparé, je l'ai façonné à ma main, et maintenant je le tiens bien. Donc voilà, et Patrick Mansior, qui est un autre chercheur tout à fait honorable et bien connu, rejoint exactement, enfin, je rejoins ce que Patrick Mansior a écrit à ce sujet il y a déjà pas mal d'années. Et je pense effectivement que Saunière, au début, il y avait une collusion avec l'évêque, avec Monseigneur Biard, et qu'il a, à un moment donné, il a rompu, je dirais, ce pacte, comme vous l'avez dit, et il s'est approprié lui-même, je dirais, le trésor. Bien que je crois qu'il n'ait pas vraiment trouvé des choses, il ne s'est pas enrichi avec ce trésor. Il est tombé sur un certain nombre de pièces qu'il a peut-être vendues, mais ce n'est pas ça qui l'a rendu riche. Ce qui l'a rendu riche, c'est le trafic de messes et les dons qu'il percevait de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie locale. On avait échangé rapidement sur les croix pâtées, justement, aussi de Serres, qui a lieu au château, qui a lieu à l'église, derrière l'église, et cette double croix qui est dans l'église de Serres. Quel est votre avis? Mais je veux dire que mon souvenir, c'est trop lointain. Honnêtement, je sais qu'on en a parlé, mais c'est trop lointain. Dernière chose, vos recherches actuelles, publications à venir? Et publications à venir, oui, en ce sens que, vu le succès du livre La crypte oubliée, je me suis dit, mais il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas dites, et donc je suis en train d'écrire une seconde édition, si on veut, qui sera nettement plus étoffée, plus enrichie, et tout ça prend du temps. Oui, je comprends bien. Sur une dernière note, vous êtes passionné par l'Égypte, est-ce que vous êtes intéressé aux travaux de Enel? Enel. Je ne connais pas. C'était quelqu'un dans l'ésotérisme. Non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Désolé. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Paul Saucès, pour cette interview pour la Gazette de Rennes-le-Château. C'était un honneur de vous avoir. Mais c'est moi. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Pareillement. Au revoir. Au revoir.